Le 15 octobre dernier, elle a succombé à une méningite foudroyante. Le SAMU est mis en cause malgré plusieurs appels. Elle n'a pas été prise en charge. J'avais le sentiment d'être méprisée, que je les dérangeais. Le volume d'appels que l'on reçoit dans les SAMU Centre 15 en France, c'est 36 millions d'appels par an. Le SAMU est l'objet d'une plainte après le décès d'Édith Greffier, 62 ans. L'état de l'hôpital public ne fait que s'aggraver, la santé des gens ne fait que s'aggraver et les inégalités sociales de santé aussi. On nous pousse à la faute, aux urgences, on nous pousse à la faute au SAMU, on nous pousse à la faute dans les services de chirurgie. Ça nous terrifie tous en fait. On se vante d'un système de santé bien alors qu'en fait il est en train de tomber à la ramasse. Et d'ici la fin de l'année prochaine, nous devrons avoir désengorgé tous nos services d'urgence. Je crois qu'il faut pas se mentir, ils en ont rien à foutre. Meggy Biodor est décédée le 15 novembre dernier à Montpellier, victime d'une méningite aiguë foudroyante. Malgré 5 appels au SAMU, aucun secours ne lui est apporté. C'est son amie Magda qui l'a accompagnée à l'hôpital, trop tard. C'était Meg et Mag, Mag et Meg, jamais l'une sans l'autre. Et il y avait beaucoup de soutien, c'était une amitié quand même très, très saine, beaucoup dans l'écoute, dans la compréhension. Elle est guadeloupéenne de base, elle a fait des études à Orléans et elle était sur Montpellier depuis 3 ans, approximativement. C'était une bonne vivante, qui aimait voyager, qui était là pour ses amis, qui aimait son travail, qui était juriste et qui avait possibilité d'évolution, là justement, qui avait passé un entretien pour pouvoir évoluer. Et en fait, c'était le poste de ses rêves. Enfin, j'ai beaucoup de chance de l'avoir eu dans ma vie, dans tous les cas. Mardi 15 octobre, j'étais chez moi et je reçois un appel de Meggy vers 14h qui me dit qu'elle va vraiment pas bien, qu'elle a vomi toute la nuit et elle me demande en fait de lui ramener un médicament contre les courbatures et des fruits. Parce qu'il fallait qu'elle mange, vu qu'elle faisait que vomir, il n'y avait rien qui passait. Et j'arrive chez elle vers 15h11. Elle avait déjà du mal à tenir debout. Et en fait, elle me dit qu'elle a des grosses douleurs et que c'est pas normal, qu'elle a jamais eu des courbatures aussi fortes. Donc à 15h15, j'ai mon premier appel avec le SAMU. Donc on me transfère assez rapidement à un médecin et il me demande de lui passer Meggy. Donc je lui passe le téléphone et mon amie était en grande souffrance et en gros, elle lui dit qu'elle a besoin de morphine parce qu'elle souffre vraiment. Et à ce moment-là, le médecin lui répond d'un ton très méprisant et comme s'il jugeait, mais non mais calmez-vous madame, calmez-vous en fait. Très, enfin comme si on l'embêtait quoi. Donc assez rapidement, je décide de reprendre le téléphone. Il me donne une adresse d'SOS médecin. Je lui dis que je suis pas véhiculée, que je ne peux pas la transporter et qu'elle ne peut plus bouger en fait. Elle n'a plus la force de sortir du lit, qu'il me faut quelqu'un qui vienne. Donc il me demande si elle a un médecin traitant. Je dis on est en 2024, avoir un médecin traitant c'est très compliqué actuellement, donc non. Il essaye pendant peut-être 1 ou 2 minutes de voir s'il y a quelqu'un. Donc très rapidement, il me dit qu'il a personne, qu'il m'a donné une adresse et qu'il faut que je calme mon ami. Il me répète, vous avez calmé votre ami, hein, ça va aller. Donc à ce moment-là, je raccroche. J'essaye d'appeler 3-4 copains qui ont la voiture en me disant on va aller à l'adresse d'SOS médecin. Très rapidement, les symptômes de Meggy se sont aggravés. Donc elle a commencé à nous dire qu'elle s'était évanouie dans l'après-midi, qu'elle avait du sang dans ses selles. Et qu'elle avait le corps qui la brûlait de l'intérieur et qu'elle ne sentait plus sa main droite, qu'elle ne pouvait plus bouger. Et elle ne pouvait plus bouger ses jambes non plus. Elle avait le corps qui était en train de durcir. Donc à 15h45, je décide d'appeler les pompiers en me disant si le SAMU n'a rien fait, je vais voir avec les pompiers. Ça a duré 2-3 minutes l'appel et ils m'ont retransmis directement au SAMU, malgré que je leur ai dit le SAMU ne veut pas se déplacer. Donc voilà. Du coup, j'ai un autre appel avec le SAMU. On me redirige vers un médecin aussi et il me demande est-ce que votre amie peut parler ? Oui, passez-la moi. Donc je lui passe le téléphone et elle lui dit écoutez monsieur, je ne sens plus ma main droite, j'ai vraiment mal. Et il lui répond tout autant avec autant de mépris non mais madame, vous pouvez pas avoir mal et ne plus sentir votre main en fait. Comme si ce qu'elle disait c'était pas intéressant et pas vrai. Et donc elle lui répond que c'est très perturbant de plus sentir sa main et que c'est pour ça qu'elle dit ça, mais qu'elle a vraiment mal au corps. Et il lui dit écoutez, vous allez passer votre main sous l'eau chaude et puis ça va aller. Et le premier médecin nous avait dit aussi buvez de l'eau avec du sucre. Des conseils très pratique. Donc très rapidement, on raccroche de cet appel. Meggy ne veut plus aller à l'hôpital, ne veut plus aller chez SOS médecin. Elle veut écouter ce que le médecin a dit. Donc on la transfère dans la douche pour pouvoir mettre de l'eau chaude sur son corps. Et quand on revient, elle a des plaques, des taches de partout sur le corps qui sont apparues, mais comme ça.
Et en fait, à partir de là, ça a fait un tour dans ma tête. J'ai rappelé mon ami et je lui ai dit, tu pars du travail, tu viens au plus vite. Là, c'est maintenant, c'est urgence. On veut pas nous aider, on veut rien faire pour nous. On va se débrouiller parce qu'en fait, on est quand même seul face à ça. Il est arrivé un peu avant 17h. Là, Maggie, elle était en grande souffrance. Hein. Elle pouvait plus du tout bouger les pieds. Elle avait les pieds qui étaient totalement retournés, comme sa main. C'était très. Elle pouvait plus rien faire, quoi. Et en fait, dans la voiture, elle commence à faire une crise d'asthme. En tout cas, elle dit qu'elle arrive plus à avoir de l'air, donc on lui donne sa ventoline. Et en fait, ça a été assez rapide. On avait 10-15 minutes de voiture. À son arrivée à la polyclinique Saint-Roch, Maggie Biodor va être transférée en urgence absolue au CHU de Montpellier. Peu de temps après sa prise en charge, ses proches apprendront son décès. Pour y voir plus clair sur les conditions de ce drame, Blast a rencontré la médecin urgentiste Sabrina Ali Benali, ainsi qu'Agnès Ricard-Ibon, médecin et porte-parole du syndicat SAMU Urgence de France. Elle nous explique comment se passe une prise en charge téléphonique par les secours et font état de la situation critique des urgences en France. Alors la procédure, quand un patient nous appelle à la régulation, donc il fait le 15, il est d'abord pris en charge par un ARM, un assistant de régulation médicale, qui va lui demander ses coordonnées, son téléphone, afin que si ça coupe, on puisse rappeler et ou intervenir en urgence avec des moyens nécessaires si besoin. Et puis ensuite, on va passer l'appel, selon le motif d'appel, soit à un médecin généraliste, soit à un urgentiste. La personne va être interrogée et à partir de là, on va choisir les moyens qu'on déclenche. C'est-à-dire conseiller une consultation, conseiller de se rendre à l'hôpital, envoyer une ambulance, les pompiers, envoyer un SAMU. J'avais le sentiment d'être méprisée, que je les dérangeais. Il y avait vraiment ce côté de vous exagérez vos symptômes, nous on sait mieux que vous ce que vous ressentez. Il y avait vraiment ça visé sur mon amie et moi ce côté de bah ouais mais tu nous déranges en fait là, tu nous appelles pour nous dire qu'elle a de la fièvre et qu'elle a du sang dans les selles, bah tu veux que je te dise quoi ? Bah que vous m'aidiez. Et en fait, je me suis pas du tout sentie aidée, ni écoutée, ni comprise. Ça a été vraiment je sais que quand il a dit calmez-vous madame à mon ami, j'avais le téléphone et je l'ai regardé, j'ai fait mais il est sérieux lui ? Enfin, il est sérieux de nous dire ça ? Comment vous voulez qu'elle se calme ? Elle est en souffrance énorme. L'empathie, la bienveillance jouent dans la qualité de la communication et le ressenti. Parfois, vu le rythme de garde que l'on a, on peut pas passer à côté d'une question, a fortiori quand on a une grosse pression d'appel entrant. Mais ça ne doit pas nous faire perdre patience. Et du coup, il y avait un vrai mépris, vraiment juste vous êtes deux gamines qui nous dérangeaient, qui nous parlaient là de mal de tête, et on s'est pas du tout senti écouté quoi. Le volume d'appels que l'on reçoit dans les SAMU Centre 15 en France, c'est 36 millions d'appels par an. Quand il y a un événement indésirable grave qui s'est produit, que ce soit en hospitalier ou en pré-hospitalier dans les SAMU, on fait une déclaration qui est vue par l'Agence régionale de santé et analysée par la Haute Autorité de Santé. Et nous, on utilise ces événements indésirables graves pour faire des réunions de service, essayer de voir ce qui a péché, ce qui a dysfonctionné, et c'est en général des problématiques soit d'effectifs, soit d'organisation, et on essaye de trouver des solutions pour les améliorer. Après, c'est très très compliqué comme exercice, la régulation. D'abord, il faut savoir qu'on n'est pas assez de médecins régulateurs par rapport au nombre d'appels entrants. La raison, pour quelle raison aussi ? Parce que avec les nouvelles choses qui ont été mises en place par le gouvernement, maintenant dans certains endroits, on impose un appel au 15 avant de se rendre à l'hôpital ou avant d'aller dans des centres de santé. Donc on a surchargé la régulation d'appels médicaux. Et quand vous êtes de régulation, moi j'en ai fait beaucoup, notamment à Avicenne, vous avez un écran où s'affiche aussi le nombre d'appels en attente. Et on vous dit qu'en moyenne, il faut essayer de ne pas dépasser 3 minutes pour réguler un appel. Donc déjà, on a une pression permanente de ces appels qui parfois nous contraignent dans la précision de l'interrogatoire que l'on fait. Je veux dire, c'est des gens dont c'est pas le métier de nous expliquer ce qui se passe. Donc, nous, on est là pour essayer de comprendre des symptômes et d'évaluer une gravité, mais à partir du vocabulaire du patient et d'informations
desquels il ne sait pas forcément quoi faire. On ne sait pas ce qui est grave, ce qui est pas grave, et donc c'est à nous de faire ce tri-là. Or, quand vous avez aussi une très forte pression de répondre vite pour avaler un maximum d'appels, étant donné le délai qui est très long, ça complexifie immensément le travail. Lorsqu'on est confronté à ces événements indésirables graves, ça nous terrifie tous en fait. Parce que on ne parle que de ce qui marche pas, on parle jamais de ce qui marche bien, et donc du coup ça jette l'opprobre sur un service particulièrement utile à la population. Et notre grande crainte, nous, c'est que la population perde confiance dans le 15 en n'entendant que les événements graves que vous citez. Ce que l'on craint le plus, c'est que les gens hésitent, la population hésite à nous appeler et que ce soit finalement pire que tout. Mais surtout, ce genre d'événement, ça fait démissionner les personnels. Et ça aggrave encore plus le déficit et donc la pression et donc le risque de passer à côté d'une urgence vitale. Pour moi, le décès de Meggy révèle sur l'hôpital public en France qu'il est malade en fait, qu'il va mal, et c'est un cas médiatisé. Il y en a je ne sais pas combien derrière. Donc on se vante d'un système de santé bien alors qu'en fait il est en train de tomber à la ramasse. Enlever du budget, enlever des lits, mettre des gens à moitié formés, en fait on parle pas de chiffres, on parle de vie. Des alertes ont été lancées par soignants et syndicats pour dénoncer les conditions de soins et la dégradation du système de santé en France. En 2017, le docteur Ali Ben Ali alertait dans une vidéo devenue virale l'ex-ministre de la Santé, Marisol Touraine. En février dernier, dans une interview accordée à Libération, Marc Noisé, président du syndicat SAMU Urgences de France, déplorait une organisation hospitalière dysfonctionnelle et pressait l'exécutif de prendre des mesures drastiques. Alors, la crise que l'on connaît dans les services d'urgence, c'est le symptôme de la crise de l'ensemble du système de santé, aussi bien en ville que dans l'hôpital, avec effectivement une dégradation. Alors nous, ça fait 15 ans qu'on alerte. On a eu le sentiment d'être entendu avec Agnès Buzyn en 2019, ce qui a abouti au pacte de refondation des urgences et notamment à la création des services d'accès aux soins. Sauf que depuis, on a eu, je crois, 7 ou 8 ministres. On change de ministre tous les ans et tous les 6 à 8 mois. Et en fait, les mesures peinent à se mettre en place parce qu'il n'y a pas de continuité dans la mise en place des actions. On fait des très beaux rapports qui restent dans des placards. Je crois qu'il faut pas se mentir, ils en ont rien à foutre. Ils vont dire qu'ils ont fait le Ségur, Madame Buzyn qui avait fait un grand plan, etc. La vérité c'est que ils ont balancé des miettes pour éteindre la contestation. Ces gens-là ne se soignent pas là où on se soigne, ne mettent pas leurs enfants à l'école où on met nos enfants, ne prennent pas les transports en public que nous on prend, et donc ne vivent tout simplement pas avec nous. Donc ce qui nous arrive et ce qu'il arrive aux gens leur est complètement indifférent. Et finalement, cette somme-là de la sécurité sociale, où vous avez des milliards d'euros qui ne répondent à aucun marché financier, sur lequel vous n'avez pas des actions, des dividendes, une mise comme ça d'argent et de capital qui ne correspond pas au marché, c'est impensable pour des gens comme ça. Et donc, petit à petit, on vient détricoter la sécurité sociale, l'hôpital public, comme le reste des services publics, pour augmenter la part privée. Alors qu'on sait très bien aujourd'hui que plus il y a une privatisation des services de santé, plus les inégalités de santé augmentent et plus le taux de croissance aussi d'un pays est mauvais. Donc en plus, même économiquement et rationnellement, ça ne tient pas. L'état de l'hôpital public ne fait que s'aggraver, la santé des gens ne fait que s'aggraver, et les inégalités sociales de santé aussi. Nous, on continue de traiter toujours un peu plus mal les gens. Là, cette année, on a encore des milliers de lits qui vont fermer. Un ONDAM, Objectif National de Dépenses d'Assurance Maladie, qui continue à être en deçà des besoins de la population. Sur ces 7 dernières années, on dénombre au moins 4 décès dans des circonstances semblables au cas de Meggy Biodor. En 2019, à Belfort, c'est Edith Greffier qui va mourir des suites d'un infarctus, malgré 5 appels au SAMU et plus d'1 heure d'attente. Plus récemment, Meggy à Montpellier, et 13 jours plus tard, Israël Tambou, un adolescent de 13 ans décédé à son domicile à Bourges après que ses proches aient joint le SAMU à plusieurs reprises, en vain. Mais le cas le plus édifiant reste celui de Naomi Musenga. En 2017, cette Strasbourgeoise de 22 ans est victime d'un accident vasculaire abdominal. En 2018,
L'enregistrement de l'appel entre la jeune femme et l'opératrice du SAMU de Strasbourg est révélé par Rue 89. Il va soulever un tollé d'ampleur nationale. On entend l'opératrice railler Naomi Musenga alors qu'elle est en pleine agonie. Allô? Aidez-moi, madame. Oui, qu'est-ce qui se passe? Aidez-moi. Qu'est-ce qui se passe? Aidez-moi. Bon, si vous me dites pas ce qui se passe, je raccroche, hein? Madame, j'ai très mal. Oui, bah vous appelez un médecin, hein? D'accord. Voilà, vous appelez SOS médecin. Je peux pas. Vous pouvez pas? Ah non, vous pouvez appeler les pompiers, mais vous pouvez pas. Oui, vous allez mourir, certainement un jour, comme tout le monde. Après 8 ans de lutte judiciaire entre la famille Musenga et l'opératrice des SAMU 67, le verdict tombe. L'opératrice est condamnée pour non-assistance à personne en danger. Elle écope de 12 mois d'emprisonnement et 15 000 € au titre des frais d'avocat. Est-ce que des solutions existent pour éviter ces drames? Les cris d'alerte des soignants ont-ils été entendus par l'État? Parmi les professionnels de santé, le débat reste brûlant. Alors, la formation des assistants de régulation médicale s'est professionnalisée après l'événement de Strasbourg. Avant, il y avait aucune formation des assistants de régulation médicale, aucune formation théorique, aucun diplôme. Ils étaient formés sur le tas. La difficulté auquel on est confronté, c'est que c'est un métier qui est encore peu connu et qu'on manque de candidats. Ce qui fait que les élèves, les écoles de formation des armes ne sont pas pleines. Et comme c'est un métier assez difficile, il y a un turnover important. Et donc, on est en permanence en flux tendu de personnel assistant de régulation médicale qui font que, là, plus vous concentrez un nombre d'appels importants sur un nombre trop faible d'assistants, plus on met à la pression, moins on a le temps d'interroger les gens, et c'est là qu'on peut passer aussi à côté de... Donc, ce qui peut améliorer, on peut toujours améliorer la qualité de la formation, c'est un processus d'amélioration continue. Ça passe aussi par de l'éducation. Quand est-ce qu'on vient aux urgences? Pourquoi on va aux urgences? À quel moment est-ce qu'on doit s'inquiéter ou pas? Tout ça, il y a absolument aucune éducation de masse faite sur les questions de santé. C'est dramatique. Et ce, du plus petit échelon, à savoir quand est-ce que je viens avec mon enfant de 6 ans quand il a de la fièvre, est-ce qu'il faut aller aux urgences ou pas, jusqu'aux choses dramatiques comme savoir masser quelqu'un qui fait un arrêt cardiaque devant vous. Et puis finalement, bon an, mal an, ces gens-là nous expliquent que c'est de la faute des usagers qui vont trop... qui demandent trop des soins, ou la faute des soignants qui prennent des arrêts maladie. Alors, comme vous le savez, l'activité de médecine d'urgence est en augmentation constante, avec 20 millions de passages aux urgences et 36 millions d'appels par an dans les SAMU. Donc, effectivement, on a des problèmes de ressources humaines, aussi bien aux urgences que dans les SAMU, pour répondre aux appels. La mise en place du service d'accès aux soins avec des praticiens libéraux en ville qui réservent des créneaux de consultation pour ces patients adressés par le 15 est une avancée très positive. En agissant de concert comme ça, en binôme avec les médecins généralistes installés en ville, qui prennent des patients adressés par le SAMU, a permis d'améliorer et de faire baisser dans un certain nombre de services d'urgence l'activité de 5 à 15%. C'est pas une réforme qu'il faudrait, c'est une refonte globale. La vérité est pas de le prendre par le bout d'un fait divers, parce que ça, c'est ce qu'eux, ils vont faire. Ah, tiens, il y a eu un décès, une dame n'a pas été bien prise en charge, on va étudier localement et puis on va faire une réforme de la réponse ou de la régulation médicale. On va nous expliquer qu'on va mettre 2-3 médecins en plus saupoudrés ou rajouter des assistants de régulation médicale. Mais c'est pas comme ça marche. C'est comme quand nous, on parle des urgences, c'est pas les urgences seulement qui vont mal. Pourquoi elles vont mal, les urgences? Parce que quand vous voulez mettre vos patients en cardio, en rhumato, en orthopédie, il y a plus de lits. Pourquoi il y a plus de lits? Parce que ces gens-là ont fait un système où l'hôpital doit être rentable. C'est-à-dire que un lit vide, ils perdent de l'argent. Donc, ils ont compressé pour avoir tout le temps des lits pleins. Donc, à tous les étages, c'est embouteillé. Et quand ils arrivent aux urgences, ils y arrivent pourquoi? Parce qu'en amont, il n'y avait pas une médecin traitant. Parce qu'il n'y a plus de psychiatre. Et que la tentative de suicide à 2h du matin, elle arrive chez nous. Parce que la femme est battue. Et qu'il n'y a pas de services médicaux sociaux suffisants pour qu'on la prenne en charge. Parce que vous êtes SDF. Et que le monsieur, il n'a pas eu ses soins de s'appeler ulcéré parce qu'il est dans la rue. C'est tout ça. C'est qu'il n'y a plus rien qui fonctionne. Alors, les prochaines étapes, je pense... Alors, c'est une peur que j'ai, mais je pense qu'il va falloir que ça sorte, c'est les enregistrements.
Je pense que des médias vont pouvoir les trouver et que du coup, moi, je ne suis pas prête à réentendre sa voix ni la mienne. J'essaye de me préparer, donc je pense que ça va pas arriver tout de suite, j'espère. Mais je pense que ça va être la prochaine étape pour que le grand public et que tous ces médecins qui parlent en mode... parce que j'en ai entendu des médecins sur BFM, etc., parler, dire oui, mais bon, elles sont peut-être mal exprimées. En fait, il est peut-être pas méprisant. Je dis, attendez que les audios sortent, vous allez voir. Donc je pense que ça va être la prochaine étape qui va faire un gros switch dans tout ça et qui va surtout montrer la réalité et qu'on va pouvoir nous croire derrière, plutôt que nous dire qu'on a exagéré, que c'est peut-être pas ce qui s'est passé, etc. Et depuis quelques jours, du coup, j'ai une grosse colère qui monte et je la transfère un peu sur tout et n'importe quoi, parce que j'arrive pas encore à me dire que ce que j'ai vécu et ce que mon ami a vécu, c'est vrai et c'est possible. Et le but derrière, c'est que ça découle, que la justice soit faite, en fait, que les personnes que j'ai au téléphone soient sanctionnées. La meilleure sanction pour moi, et je pense qu'ils sont très bien protégés, donc ça n'arrivera pas, c'est qu'ils aillent en prison, parce qu'ils ont quand même tué quelqu'un. Mine de rien, c'est des mots durs que j'utilise, mais c'est réel. Elle est plus là parce qu'elle n'a pas été prise en charge et parce qu'elle n'a pas été prise en considération, ou qu'au moins qu'ils n'exercent plus ce métier. Parce que du coup, ils jouent avec des vies, ils oublient en fait que derrière le téléphone, il y a des êtres humains et qu'on n'est pas juste des chiffres. Donc j'aimerais vraiment que justice soit faite et que si vraiment je veux aller encore plus loin, que en fait ce système de santé change, qu'on mette des gens formés, qu'on arrête de couper le budget au niveau de la santé et qu'on se rende compte que en fait une vie c'est important quoi, et qu'on n'est pas que des chiffres.